Donc je vous rassure tout de suite, je ne vis pas sur la Lune ou sur Mars, je vis bien en France. Donc il ne m'avait pas échappé qu'il y avait en France des chômeurs, du travail précaire, etc. Ça a été un peu mon but en faisant ce travail-là, c'est-à-dire de dire on le sait et à la fois on ne le sait pas. C'était très particulier parce que c'est vrai que je vivais dans l'esprit que Pôle emploi, reste un organisme social, une institution en tout cas à vocation sociale. Et à Pôle emploi, les gens, pour vous recevoir, ils ont 15 minutes. Donc là, les bilans, c'est vite fait en 15 minutes. Hein, on ne va pas faire votre profil psychologique pendant 3 heures. Et vous entendez le type à côté qui dit moi, je suis prêt à travailler pour moins que le SMIC parce que, vous savez, j'ai pas d'argent. Alors on lui disait, mais la conseillère lui disait, mais c'est interdit. Il disait, mais si c'est moi qui le propose, donnez-moi une chance, etc. Donc vous êtes entouré de gens qui ont vraiment le couteau sous la gorge. Et c'est vraiment la réalité de la France aujourd'hui. C'est vrai que moi, mes 6 mois ont coïncidé tout à fait avec la fusion ANPE-ACDIC. Nicolas Sarkozy en a plaisanté à une réunion en disant, voilà, à la belle affaire, on demandait aux gens qui calculent les indemnités d'essayer de trouver du travail et aux gens de trouver du travail d'essayer de calculer les indemnités. Comme si tout ça était facile. Néanmoins, les gens qui calculaient les indemnités, il y avait 6 mois de formation pour les calculer, en plus des diplômes, etc. Maintenant, les gens qui vont fusionner, donc les gens de la NPE qui vont se mettre à calculer les indemnités, ont eu au mieux 3 jours de formation. C'est intéressant, il y a un bouquin, j'ouvre un petit tiroir là, qui vient de paraître sur Pôle emploi, qui s'appelle Une taupe à Pôle emploi, ou je crois que c'est à peu près ça le titre. Et on se rend compte que pour dire ça, il faut prendre une autre identité, être masqué, pas donner son nom, parce que vous risquez les représailles. Donc à Pôle emploi même, les gens sont extrêmement mal à l'aise. Vous avez compris, là, il y a 4 catégories de personnes inscrites à Pôle emploi, les A, B, C, D, E. Et on ne vous donne la statistique que les A. La catégorie A sont les gens qui n'ont pas travaillé une seule heure le mois dernier et qui cherchent du travail. Donc, et tous les autres, si vous avez travaillé une demi-heure, vous n'êtes plus dans la catégorie dite des chômeurs. Donc le jeu qu'on leur demande de jouer, malgré eux, encore une fois, c'est de faire partir les gens de cette catégorie-là pour les aiguiller vers les autres, donc de leur faire faire un stage, de leur faire faire 1 ou 2 heures de boulot, etc. Et la personne qui applique ça, elle est comme vous, c'est-à-dire qu'elle est en général aussi désespérée que vous, elle n'a jamais pensé que son métier allait devenir ça, et vous êtes face à face 2 personnes, j'allais dire dans le même désespoir, deux désespoirs en miroir, somme toute, et vous voyez bien que pas grand-chose va en sortir, quoi, si ce n'est qu'on va essayer de rabioter la statistique du chômage pour la rendre plus présentable. C'est assez marrant quand on voit qu'une radio comme RTL, pour laquelle qui est une radio commerciale, voilà, qui fait, je ne sais plus, tous les mois, une journée où on cherche du boulot, ils mettent en contact des entreprises et des demandeurs d'emploi. Leurs résultats sont meilleurs sur une journée qu'à Pôle emploi. Donc oui, donc il y a bien quelque chose qui à Pôle emploi ne marchait pas. Ça, je veux dire, c'est sûr. Quand c'est pas, vous devez connaître mieux que moi d'ailleurs. Donc c'est près des plages du débarquement et grosso modo ça a été extrêmement bombardé pendant la guerre. Et donc quand il s'agit de décentraliser les entreprises en France après la libération, ça a été une des villes sur lesquelles De Gaulle à l'époque a dit voilà, ça va être le symbole de la France qui se reconstruit. Donc c'était une des villes montrées pour ça. Et donc quand 125 000 habitants, il y a eu jusque dans les années au début des années 80 plus de 25 000 emplois ouvriers. Et aujourd'hui 2010, de 25 000 emplois, plus de 20 000 en tout cas, il y en a moins de 4 000 aujourd'hui. Donc grosso modo, quand vous avez vu les gens de l'atelier CV de Pôle emploi et de l'atelier premier entretien, vous allez retrouver les mêmes à l'entretien d'embauche, les mêmes. Donc vous passez votre temps à vous croiser. Donc vous avez bien compris que la concurrence est sévère. Et puis vous discutez entre vous. Vous dites ah ben moi j'ai trouvé telle boîte elle est bien, telle boîte elle est pas bien. Il y a une espèce de bouche à oreille qui se fait comme ça. Et dans ce bouche à oreille, il y a un truc qu'on vous dit. Alors il y a une chose. Il faut tout prendre, on peut se lever tôt, tout est bon, sauf le ferry à Ouistreham. Évidemment, c'est irrésistible pour un journaliste notamment. Là, j'arrive pour le ferry, on s'installe à une table et ça se passe comme je veux. On vous demande donnez-nous vos papiers d'identité, on les photocopie, on dit vous commencez demain. Donc là, je me suis dit là vraiment ça doit être dur, hein, parce que si ça part comme ça.
J'arrive sur le ferry et c'est vrai qu'on est formé. Donc je vous raconte un peu comment ça se passe. Le ferry relie Ouistreham à l'Angleterre. Et donc pendant l'escale, donc c'est à peu près 1 heure, enfin un peu plus d'1 heure, vous nettoyez le bateau entre les passagers qui descendent et les passagers qui vont monter. Donc vous avez globalement, pour venir avec le covoiturage, vous avez 3/4 d'heure, puis 3/4 d'heure d'attente entre le bus, le machin, le truc. Donc ça vous fait déjà 2 bonnes heures pour en travailler une. Ensuite, vous arrivez sur le bateau et on vous apprend à nettoyer. Alors, grosso modo, le gros du boulot, c'est faire les sanis. Faire les sanis, à l'armée, ça s'appelle laver les chiottes. Donc là, c'est ça. Donc à peu près, vous lavez les toilettes et les cabines. Donc pour chaque cabine, vous avez 3 minutes. Il faut aller assez vite. Pour moi, ça a été aussi une des sacrées leçons que j'ai eues pendant cette expérience-là. De rencontrer des gens qui me disaient nous, on fait ça et on le revendique et c'est notre fierté. C'est vrai que les filles qui faisaient le ménage sur le ferry, par exemple, de temps en temps, il y en avait une qui mettait, vous savez, les musiques sur les téléphones portables et tout le monde se mettait à danser en faisant le ménage, quoi. Et ça, je le raconte parce que ça me semblait, là encore, une forme de dignité. Oui. Et puis, assez vite, vous vous dites, mais de toute manière, on n'y arrivera pas si on ne comprend pas qu'on est tous dans la même galère. Et assez vite, on va covoiturer. Assez vite, quand la voiture tombe en panne, on va vous la réparer. Et puis vous, le jour où il est en panne, c'est vous qui allez le chercher en disant bon voilà. Et il y a cette solidarité entre soi qui est très forte à chaque fois. Seule, je m'en serais jamais sortie. Dans ce monde-là, j'étais pas viable, j'allais dire. Et si on m'avait pas passé une voiture, si on m'avait pas dit comment faire, si on m'avait pas, le jour où quelqu'un est fatigué, on fait le boulot à la place, le jour où moi je renverse un seau d'eau sale sur le plancher qu'on vient de nettoyer, la fille me dit bon ben voilà, c'est pas grave, voilà, on t'aide quand même. Et ça, c'est vrai que c'est très très frappant. Il y a pas mal de femmes avec lesquelles je reste en contact. Et alors, la plupart se sont habituées au fait d'être dans un livre. Mais elles me disent, alors c'est sympa, on t'a vu à la télé ou je sais pas quoi, on t'a entendu à la radio. Et alors vient, comme évidemment tout de suite après un compliment, vient la grosse claque. Mais alors vraiment, une fois encore, tu nous as traités de précaires. Alors donc j'en suis désolée, je cherche désespérément un autre mot que je n'ai toujours pas trouvé. Elles disent voilà, parce que précaire, pour elles, travailleuse précaire, signifie, alors parfois je dis travailleuse pauvre, c'est quasiment pire, elles ont l'impression que je les stigmatise comme marginales. Et je comprends très bien que c'est maladroit de ma part. Je comprends très bien que j'utilise là un mot de journaliste, un mot de ce monde qui est le mien et qui ne correspond pas à cette réalité-là. Et elles disent, nous, on n'est pas du tout des marginales, tu nous traites presque de SDF, donc ça les énerve au plus haut point. Et donc elles disent, voilà, nous, on est la France normale. On est la France de tous les jours, on est la France de la vie quotidienne. Et elles ont tout à fait raison. Et c'est vrai qu'en 6 mois, quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'était que personne ne s'est jamais plaint. C'est quelque chose de très étonnant parce que c'est vrai que quand je vais avec un micro, pourquoi pas être allé avec un micro, interroger des gens qui sont des femmes qui sont femmes de ménage, des hommes qui sont précaires ou qui ont un travail précaire, parce que justement quand vous êtes journaliste, j'allais dire vous interrogez le malheur, j'allais dire c'est peut-être un raccourci un peu fort, mais c'est vrai que vous avez du mal, alors c'est pas facile, alors l'employeur ceci, alors l'employeur cela. Et quand vous ne posez pas ces questions, quand vous partagez un quotidien tout simplement, ce ton-là, vous ne l'avez pas. Vous n'avez ni un ton fâché, ni un ton plaintif. Et j'ai trouvé ça très frappant. Et vous avez des gens avec lesquels, et encore une fois, ça n'enlève rien à la rudesse du travail, qui en rigolent, des gens qui gardent la tête haute. Et j'ai voulu garder cette impression-là qui a été la mienne et qui m'a beaucoup frappée. Beaucoup de journalistes ont fait ces techniques d'immersion. Beaucoup de journalistes, alors je vais citer les plus illustres, pas pour me flatter, mais pour vous expliquer que beaucoup de gens ont parlé de ça. Il y a eu Jack London a fait un bouquin là-dessus, qui s'appelle Le Peuple d'en bas. Orwell aussi, dans la Dèche à Paris et à Londres. Beaucoup de gens ont essayé de mettre un chapitre qui serait plus théorique, ou en tout cas une ébauche de théorisation ou de ton de colère, etc., dans leur bouquin. Moi, ma fierté à moi, c'est d'être une journaliste, entre guillemets, invisible. C'est-à-dire ne pas me raconter à travers ce livre, ne pas faire de mise en scène excessive. Un certain ton me semblait déjà trop. Et c'est très, très marrant de voir que dans la presse, quand j'y suis rentrée dans les années 80, on a commencé par externaliser les femmes de ménage.
Donc on a trouvé ça tout à fait normal. Ensuite on s'est dit on va externaliser le standard. Ah bah on va externaliser le standard. Et puis les coursiers aussi on les externaliser. Et puis ensuite l'informatique, pareil, externalisé. Et puis une partie de la régie publicitaire externalisée. Et là aujourd'hui où tout à coup les journalistes sont eux-mêmes devenus précaires et externalisés, ils se disent oh, c'est incroyable, vous vous rendez compte, on est visé. Bon, c'est vrai que c'est un mode de travail qui grignote. Hein. Des années 70 où il y avait 5% de travail précaire au sens très large du terme, il y en a plus de 20% aujourd'hui. Et la France reste un des pays d'Europe les moins touchés par cette forme de travail. En Angleterre, c'est 35%. Grosso modo, c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'un employeur ne recrute plus du CDI à plein temps ou marginalement, mais recrute des gens voilà, avec des CDD, des formes de travail précaires. Et grosso modo, les agences d'intérim aujourd'hui jouent non plus leur rôle de mettre une affichette en vitrine en disant on recrute des gens, etc. Mais ont un espèce de portefeuille de personnes avec lesquelles ils travaillent, qu'ils envoient dans les entreprises et qui créent et qui institutionnalisent de fait cette autre forme de travail. Les ouvriers le disent eux-mêmes, ils disent voilà, arrivent des gens et ils n'ont pas droit au CE et ils n'ont pas droit aux mêmes choses que nous, parfois même à la cantine. Donc il y a aujourd'hui cohabitent en France deux formes de travail et il y a entre les deux une cloison de verre, très, très, très exactement. Donc moi je suis extrêmement contente que ce livre marche, soit lu. Voilà, ça me fait très plaisir. J'ai voulu faire ça. C'est vrai que moi au départ c'est pas du tout le calcul que j'avais fait et ça me fait très plaisir pour une raison simple, c'est que on en parlait tout à l'heure, je suis allée auparavant dans une association Rien sans elle, hein, donc on parlait très exactement de ça et de quel impact peut avoir un livre. Pour moi c'est ce signe-là, que chacun à la place qui est la nôtre, on essaye de faire bouger les choses, donc c'est vrai que j'en parle, c'est vrai qu'au Nouvel Observateur, qui était très content, voilà, c'est génial, on a fait la une, etc. J'ai dit, bon, ben maintenant, acte 2, nous avons ici les femmes de ménage, vous voyez. Et à quelle heure elles viennent? Elles viennent, je peux vous le dire, je les vois assez souvent, elles viennent vers 20h. Je dis, et pourquoi on ne leur propose pas de venir à l'horaire qui les arrange? Est-ce que ça nous gêne tellement d'avoir pour 2 heures des gens qui passent, pourquoi dans les ministères, plutôt que de faire une loi qui passera pas et dont on ne sait pas ce qu'on fera la prochaine ou même la même majorité, pourquoi les ministères, les premiers, les organismes publics d'État ne disent pas, voilà, nous, à Paris, les ministères, ils sont tous dans le même coin. Pourquoi ne pas prendre à plein temps des gens qui vont faire le ménage de ministère en ministère? Il me semble plus important de soulever des problèmes, mais d'essayer d'en trouver des solutions et non pas des coupables. Moi, j'ai voulu le faire comme ça. Maintenant, peut-être qu'à la prochaine fois, il faut que je cogne. On verra. Oui.